Alors pour aujourd'hui, on se lance dans la cinquième et dernière leçon du chapitre numéro 6, chapitre de chimie organique. Donc le but de cette leçon, c'est d'apprendre à développer une stratégie de synthèse à l'aide d'un outil particulier propre à la chimie organique qu'on appelle l'analyse rétrosynthétique. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans un premier temps essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cet outil d'analyse rétrosynthétique. Et dans la partie grand 2, on donnera plein d'exemples de rétrosynthèse, suivis bien sûr des synthèses correspondantes, qui tiendront compte uniquement des réactions qui sont déjà étudiées. Donc des réactions de substitution, d'élimination et également des réactions d'addition. Alors, concernant la première partie, je remis ici au tableau quelques notions, mais pensez bien sûr à aller sur le drive de chimie pour récupérer le polycopier de cours où il y aura toutes les informations écrites avec plus de détails. Donc, tout d'abord, on va commencer par une banalité assez affligeante. Quel est le but dans la vie d'un chimiste organicien? Eh bien, c'est tout simplement de synthétiser des molécules organiques. Dans quel but est-ce qu'on va synthétiser ce type de molécules? Bien, je vous ai listé ici les principaux objectifs d'utilisation des composés organiques. Donc tout d'abord dans la pharmacie, ça peut être la fabrication de principes actifs qui vont soigner un problème métabolique ou une maladie. Ça peut aussi être en pharmacie l'élaboration de composés qui entrent en composition dans ce qu'on appelle la galénique, c'est-à-dire tous les composés qui sont présents dans un médicament mais qui ne sont pas le principe actif. On peut aussi fabriquer des molécules organiques pour de la cosmétique, c'est-à-dire qu'on essaye de recréer des composés aux propriétés intéressantes pour le soin de la peau, des cheveux, des choses comme ça. Ça peut être aussi préparer des pigments pour, par exemple, des vernis ou des colorations. Également pour la synthèse de parfums. Et d'ailleurs, la synthèse de parfums, c'est un domaine qui est assez lucratif, vu que je vous rappelle que dans les flacons qu'on achète, qui sont à plusieurs dizaines d'euros, il y a en fait principalement de l'eau et de l'alcool, et très très peu en masse de composés odorants. On peut aussi faire de la chimie organique pour l'agronomie. Donc en agronomie, j'ai développé deux points. Tout d'abord, PPS, c'est les produits phytosanitaires. C'est l'ensemble des composés qu'on appelle dans la vie de tous les jours des pesticides, qui sont plus précisément des fongicides contre les champignons. Ça peut être des insecticides contre les insectes. Ça peut aussi être des engrais. Et également dans l'agroalimentaire, donc vous savez qu'aujourd'hui de plus en plus on achète des produits alimentaires tout prêts, et bien ils contiennent des exhausteurs de goût qui peuvent provenir de la chimie organique, ils contiennent aussi des stabilisants, des conservateurs à nouveau préparés par la chimie organique. Le dernier point que je développe ici, c'est l'aspect matériaux. Donc un matériau en chimie, c'est une matière qui va être utilisée pour fabriquer autre chose. Je vous ai mis quelques exemples. Tout d'abord, les OLED. Alors les OLED, ce sont les diodes électroluminescentes organiques. Vous connaissez peut-être ces dispositifs qu'on appelle dans le langage courant des LED. Eh bien, c'est l'analogue pour lesquels le matériau luminescent est un matériau organique. Ces OLED sont utilisés aujourd'hui, par exemple, dans la construction des écrans, que ce soit pour smartphone ou pour télévision. On peut aussi citer les MOF, alors je vous l'ai écrit parce que je pense que je ne vais pas le prononcer très correctement, MOF pour Metal Organic Framework. Il s'agit de structures hybrides qui contiennent à la fois, vous l'aurez compris, un métal, mais également des fragments organiques. Ces matériaux peuvent avoir différents types d'applications. Le dernier point, extrêmement utilisé, la synthèse des polymères. Je vous rappelle que les polymères, c'est tout ce qui est du domaine des matériaux qu'on appelle dans le langage courant des plastiques, et il suffit de regarder autour de vous pour constater que des plastiques, il y en a absolument partout. Il y en a même un petit peu trop, notamment des plastiques polluants à l'intérieur des océans. Alors, une fois qu'on a comme objectif de synthétiser des molécules organiques pour l'un ou l'autre de ces domaines-là, quelles sont les stratégies, les méthodologies qu'on peut utiliser? La première à laquelle on peut penser, celle qui a été développée dans les années 80-90 jusqu'au début des années 2000, c'est la chimie combinatoire. Alors cette chimie combinatoire, elle est assez ambitieuse et elle se dit, on va synthétiser toutes les molécules qui peuvent exister et on va les tester sur différentes cibles pour savoir si c'est un produit fongicide ou si c'est au contraire un principe actif qui peut soigner les maux de tête ou autre chose, etc. Donc, pour faire de la chimie combinatoire, vous l'aurez compris, c'est, comme je l'ai marqué ici, de la chimie de synthèse. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup
de préparation de molécules. Ça veut dire beaucoup de réactions, beaucoup de traitements post-réactionnels, beaucoup de caractérisation par analyse, et ça veut dire que ça va coûter extrêmement cher. Ça va prendre aussi beaucoup de temps. Donc pour essayer de rentabiliser un petit peu cette technique, les synthèses se font sur des échelles très petites, inférieures à l'ordre de grandeur du gramme. De cette façon, on consomme moins de composés réactifs, moins de solvants, mais quand même, il y a un certain coût qui se cache derrière la chimie combinatoire. Et de façon à mobiliser moins de chimistes, puisque le salaire d'un chimiste, ça coûte plus cher que acheter une machine, il y a également des appareils automatiques, des synthétiseurs qui ont été construits. Un exemple pour que vous compreniez ce dont il est question, lorsqu'on parle des peptides, les peptides, ce sont des composés qui sont issus du monde du vivant, dans lesquels on trouve la fonction chimique amide, qui relie des acides aminés. Eh bien, si on essaye de faire de la chimie combinatoire sur des peptides, à chaque fois, les fragments vont s'associer par le même type de réaction. On peut donc comme ça, à l'intérieur des synthétiseurs, mettons, 50 acides aminés différents, faire une chaîne de 10 acides aminés et organiser les mélanges de façon à ce qu'on ait toutes les combinaisons possibles, d'où le nom chimie combinatoire. Le principal problème, vous l'aurez compris, c'est que c'est coûteux, certes, mais ça veut aussi dire que ce qu'on synthétise, on ne sait pas exactement à quoi ça va servir. Il faut ensuite faire toute une batterie de tests, et donc c'est un peu de la chimie par tâtonnement. On produit, et ensuite, on ne sait pas trop si ça va être utile ou pas. La plupart du temps, malheureusement, on obtient des choses qui ne sont pas très utiles. Et donc, c'est autant d'investissements qui ne servent pas à grand-chose. Par conséquent, début des années 2000, un nouveau type de chimie a fait son apparition, la chimie informatique ou chimie computationnelle. Et cette fois-ci, on va avoir une méthodologie plus raisonnée. C'est-à-dire que on va se dire pourquoi est-ce qu'on construit un matériau. Prenons l'exemple de la pharmacie. On cherche à synthétiser une molécule organique pour le traitement du cancer. Eh bien, on va analyser qu'est-ce que c'est le cancer d'un point de vue biologique. Les biochimistes vont faire le parallèle entre la chimie et la biologie de façon à savoir à quoi doit ressembler la molécule susceptible d'agir au niveau du cancer. À partir de là, une fois qu'on a une idée du squelette de la molécule, ou bien de la famille à laquelle cette molécule doit appartenir, eh bien, on fait des modélisations à l'aide d'outils informatiques et de modèles mathématiques, et grâce à ça, on sait si telle ou telle molécule est un bon candidat pour être un médicament ou un mauvais candidat. Une fois qu'on a fait cette première analyse qui se passe uniquement dans des bureaux, pas besoin de synthèse, eh bien on garde uniquement les structures moléculaires qui sont les meilleurs candidats et on passe ensuite à un aspect chimie de synthèse où on va ensuite avoir les molécules purifiées qu'on va pouvoir tester tout d'abord sur des êtres unicellulaires. Si jamais les résultats sont satisfaisants, on poursuit ensuite sur des systèmes vivants plus grands. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est encore en place, c'est la chimie informatique. Donc ça veut dire que quand on est chimiste organicien, on va synthétiser des molécules et pour savoir lesquelles on va nous demander de synthétiser, eh bien, il faudra se rapprocher de la partie chimie informatique. Donc les chimistes informaticiens vont voir les chimistes organiciens et leur disent, voilà, il faut que tu synthétises ces 10 molécules-là parce qu'elles peuvent avoir des intérêts pour le traitement du mal de tête ou autre chose. À partir de là, le chimiste organicien, il a ce qu'on appelle une molécule cible, c'est-à-dire celle vers laquelle doit mener sa synthèse. Il faut alors qu'il mobilise toutes ses connaissances pour qu'il prépare cette molécule cible à partir de réactifs les moins coûteux possibles dont il dispose dans son laboratoire. Par conséquent, eh bien, on a la fin de la synthèse et on recherche le début. Cet aspect-là, c'est ça qu'on va appeler la rétrosynthèse. Alors, concernant justement cette rétrosynthèse, passons maintenant au paragraphe petit 2. On va poser les notations qu'on aura à utiliser dans cette leçon. Tout d'abord, vous voyez ce que j'ai écrit là sur le document, on va utiliser des flèches particulières. Encore une fois des flèches, finalement, je pense que je vous aurais beaucoup bassiné cette année avec ça, mais le formalisme est typique. Donc, lorsqu'on fait une analyse rétrosynthétique, on commence par écrire le produit. C'est la cible qu'on souhaite synthétiser. On va mettre une flèche qui ressemble à la flèche d'implication en mathématiques, mais qui, pour un chimiste, est une flèche de rétrosynthèse. Donc on dira le produit est donné par des fragments qu'on va appeler des rétrons. Rétron, c'est la même racine que rétrosynthèse.
Et ces deux rétrons, lorsqu'on les fait réagir, vous aurez compris, ils vont donner le produit cible. Donc, on retient que la flèche d'implication, c'est la flèche de la rétrosynthèse. Et si jamais on veut une équivalence synthétique, c'est-à-dire à partir d'un rétron qui n'est pas forcément une structure moléculaire réelle, eh bien, on peut préciser une équivalence pour avoir un réactif qui est quelque chose de commercial. Pour vous illustrer ces notations, je vous propose de travailler avec un exemple qui ne fait pas partie des réactions que vous avez à connaître dans le cadre du programme de première année, mais qui est un grand classique de la chimie quand même. On va travailler avec la molécule d'acétate d'isoamyle, je l'ai représentée ici sur le tableau, et vous voyez que, bien sûr, acétate d'isoamyle, c'est son nom courant. En nomenclature systématique, ce serait de l'acétate ou éthanoate, et ensuite la chaîne latérale a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Il y a un méthyle sur le carbone numéro 3, ce serait donc de l'éthanoate de 3-méthylbutyl. Alors, lorsqu'on essaye de faire de la rétrosynthèse, il faudra, et on va le développer dans la leçon, cibler les fonctions chimiques. Là, ici, vous repérez, à ce niveau à gauche, une fonction chimique ester. Pour pouvoir envisager deux molécules qui donnent naissance à celle-ci, il va toujours falloir couper au niveau des fonctions chimiques. Donc là, ici, on peut envisager une déconnexion, que je vais représenter avec ce petit zigzag rouge, entre l'oxygène de l'ester et le carbone fonctionnel. Alors, si je fais cette déconnexion, je vais obtenir deux rétrons. Un premier rétron qui correspond à la partie gauche de la molécule et le deuxième rétron qui correspond à la partie droite. Donc là, pour l'instant, j'ai replacé tous les atomes. La question qui reste à savoir, c'est les deux électrons qui étaient dans la liaison au niveau de la coupure. Où sont-ils partis? Eh bien, on peut envisager deux choses. Soit les deux électrons, on les place sur le rétron de gauche, soit on les place sur le rétron de droite. Donc ça, c'est une analyse qui est un petit peu fine, et ce qu'on peut envisager dans un premier temps, c'est de se dire, bien, lorsqu'on fait la déconnexion, les électrons, il est plus probable qu'ils soient au niveau de l'atome le plus électronégatif. Donc là, ici, on a le choix entre mettre les deux électrons sur ce carbone ou sur cet oxygène. Le plus probable, c'est de les mettre sur l'oxygène. Donc, on peut envisager ceci. Et de l'autre côté, eh bien pour l'atome de carbone fonctionnel, on lui a retiré un électron, celui qui était dans la liaison ici, et donc forcément, il a une lacune électronique et une charge de plus. À partir de là, on peut se demander quelles sont les équivalences synthétiques de chacun de ces deux rétrons. Alors, le plus simple peut-être, c'est celui-ci. Puisque ce rétron, eh bien, c'est directement un composé qui existe. C'est un ion alcoolate. Donc, aucun problème là-dessus. Si jamais on voulait préciser comment préparer un ion alcoolate, on pourrait faire encore une fois une rétrosynthèse en disant que cet anion est obtenu à partir de l'alcool correspondant et d'une base. Si on repartait dans le sens synthétique, la base capte le proton qui est ici et on obtiendrait bien l'alcool déprotoné plus une base protonée qui n'est pas un produit d'intérêt, c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. La seule condition à avoir, c'est que la base doit avoir un pK supérieur à celui de l'alcool, donc supérieur à 16-17, pour avoir une déprotonation suffisante. Concernant l'autre fragment, alors ça c'est un composé qu'on pourrait appeler un ion acylium. C'est quelque chose qui n'est pas stable, qui n'existe pas, on ne peut pas en trouver commercialement, il n'y a pas de réactif avec des ions acylium. Par contre, on peut avoir une équivalence synthétique. Pour que ce carbone conserve un caractère accepteur d'électrons, traduit ici par la lacune électronique et le défaut de charge traduit par la charge plus, eh bien, on peut envisager, reprendre d'abord le fragment réel,
et rajouter comme une quatrième liaison au carbone fonctionnel qui sera par exemple une liaison avec un atome de chlore. Vous savez que le chlore est plus électronégatif que le carbone, et donc dans ce composé-là, le carbone qui est ici, il est relié à un oxygène électronégatif, à un chlore électronégatif. Sa charge partielle delta plus est donc très marquée. Ça correspond bien, il y a bien une équivalence entre ce qu'on a à gauche et ce qu'on a à droite. Donc je vous marque delta plus pour vous montrer que la charge partielle est assez élevée. En ce qui concerne la molécule qu'on vient de dessiner, vous repérez une fonction chimique particulière. Vous avez un chlore juste relié au carbone fonctionnel d'un carbonyle, c'est ce qu'on appelle un chlorure d'acyle. En l'occurrence, ici, c'est un chlorure d'acyle pour lequel il y a 2 atomes de carbone dans la chaîne principale. C'est donc le chlorure d'éthanoïl qui est représenté sur le tableau. Une fois qu'on a fait cette première analyse, eh bien, pour finir la rétrosynthèse, il faut obligatoirement repasser dans le sens synthétique. Ça va nous permettre de déceler des éventuels problèmes de compatibilité entre fonctions chimiques. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse-là, on pourrait dire la chose suivante. Eh bien, pour faire la réaction, on va prendre cet alcool qui est ici, et on va lui faire subir plusieurs traitements. Le premier traitement, ça va être la déprotonation dont on a parlé à cet endroit. Donc on va le mettre en présence de la base dans un premier temps. Donc à l'issue de ce point numéro 1, ce ne sera plus l'alcool qui sera présent, mais l'alcoolate, sous cette forme-là. Et dans une deuxième étape, eh bien, on va le mettre à réagir avec l'autre composé, le chlorure d'acide. Une fois qu'on a fait ces deux réactions, eh bien, on obtiendra l'acétate d'isoamyline. Donc ça, c'est une synthèse que je vous propose pour illustrer l'analyse rétrosynthétique qu'on a développée juste avant. En réalité, dans le cas des chlorures d'acyle, ce sont des composés qui sont déjà très réactifs. La déprotonation par la base n'est pas nécessaire, donc on pourrait très bien ne pas faire la déprotonation et mettre directement en réaction l'alcool isoamylique, le chlorure d'éthanoïde, et on obtiendrait de façon quantitative l'acétate d'isoamyle. Bon, maintenant que nous avons vu la façon dont on va écrire les choses avec la rétrosynthèse de l'acétate d'isoamyle, on va maintenant parler de la méthodologie que nous allons développer sur les différents exemples de la partie grand 2. Donc, concernant l'analyse rétrosynthétique, le premier point, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, je le mets ici de façon claire, vous devrez commencer par cibler les groupes fonctionnels. Et il faudra toujours se poser la question suivante, quelle est la réaction ou quelles sont les réactions qui permettent de former ce groupe fonctionnel? Ça veut dire que vous devez avoir une parfaite connaissance de toutes les réactions qu'on a vues pour savoir lesquelles peuvent former tel ou tel groupe ou ne peuvent pas. Deuxième point, à partir d'une réaction dont on a le produit, il faudra apprendre à reconnaître les réactifs qui donnent naissance à ce produit-là en particulier. Et là, ce sera uniquement par tentatives successives que vous parviendrez à le faire. Ça veut dire que vous devrez vous entraîner et c'est ce qu'on va faire au cours de la partie grand 2. Enfin, n'oubliez pas, comme je vous l'ai expliqué il y a un instant, lorsqu'on a fait l'analyse rétrosynthétique, on repasse ensuite toujours dans le sens synthétique de façon à savoir quel est l'ordre des étapes à réaliser chronologiquement de façon à préparer la molécule. Donc on se lance maintenant dans la partie grand 2 avec les exemples de rétrosynthèse que je vous propose. Pour la partie petit 1, la remarque pour commencer, c'est simplement pour vous dire que ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est quasiment du TD. Donc j'ai pris quelques exemples qui sont bien évidemment pas des exemples exhaustifs. C'est-à-dire qu'on va voir certaines situations sur certaines molécules seulement. De plus, gardez en tête que là, pour l'instant, on a fait un seul chapitre de première année de chimie organique au moment où on fait cette leçon. À la fin de la deuxième année, des leçons de chimie organique, vous en aurez fait quelques dizaines, et clairement, la rétrosynthèse pourra devenir un jeu très très difficile. Donc pour le moment, le but n'est pas la difficulté, mais plus de faire une espèce de gymnastique, puisque pour le moment, on a surtout l'habitude de regarder les réactifs
et de trouver le produit qui est obtenu, là on va faire l'inverse. On veut trouver un produit particulier à partir de certains réactifs. Alors, pour commencer, on va commencer par parler de formation de liaison carbone-carbone, et plus précisément, dans la partie petit a, on va former des liaisons simples, c'est-à-dire des liaisons sigma, par des réactions de substitution nucléophile. Alors, des réactions de substitution nucléophile, on sait que ça peut être par un mécanisme SN1 ou par un mécanisme SN2, ou alors par un mécanisme situé quelque part dans le continuum entre la SN1 et la SN2. Quoi qu'il en soit, eh bien, on peut fabriquer des liaisons carbone-carbone à l'aide d'un réactif particulier, l'ion cyanure. Alors, il est utile pour ça. Par contre, gardez en tête que l'ion cyanure est extrêmement toxique et que par conséquent, ce qu'on va dire ici, c'est peut-être pas la première chose à faire si on est en train de faire une manipulation au niveau de la paillasse. Alors, on nous demande d'effectuer la rétrosynthèse du 2-cyanobutane. Et je me rends compte que j'ai mal nommé la molécule, mais c'est pas grave, on va lui redonner son nom dans un instant. Donc, 1, 2, 3, 4, voici le butane, et je le rajoute là ici. Je pense que c'est ça que j'ai voulu noter. Et pourquoi ce nom de molécule est faux? Eh bien parce que on repère ici la fonction Cn qui est une fonction nitrile, puisque c'est la seule fonction de la molécule. Il n'y a pas de raison de la nommer en préfixe, il faut la nommer en suffixe. Et par conséquent, cette molécule, son nom en UPAC, ce sera le butane nitrile. Ok, donc on a notre molécule cible et on essaye de former cette molécule à partir de l'ion cyanure. L'ion cyanure, je vous rappelle sa représentation de Lewis. On a un carbone triplement lié à un azote, ça ressemble beaucoup à la fonction chimique nitrile. En ce qui concerne les doublés non liants, c'est le carbone qui porte la réactivité nucléophile. On le voit puisqu'il porte l'excès de charge traduit par le signe moins qui est ici. Et le carbone est moins électronégatif que l'azote, il est donc plus partageur d'électrons. C'est donc bien le carbone le site nucléophile. Si on veut donc créer un nitrile à partir du cyanure, eh bien on peut envisager une déconnexion au niveau de la fonction chimique. La mauvaise idée, c'est de se dire je vais couper la triple liaison Cn. Non, on ne fait pas ça puisqu'elle est dans le réactif. On va donc couper, déconnecter, juste à côté. Lorsqu'on fait cette déconnexion, on commence par mettre la flèche de la rétrosynthèse et on va écrire les deux rétrons. Donc, d'abord le fragment qui est à gauche avec 1, 2, 3 carbones et le fragment qui est à droite qui est un fragment C triple liaison N. Et il nous reste à trancher sur la position des deux électrons qui sont les électrons de la liaison qu'on déconnecte justement. On peut les mettre soit sur le rétron de gauche, soit sur le rétron de droite. Ici, notre objectif étant d'utiliser l'ion cyanure Cn-, eh bien les électrons, on va les mettre sur le carbone de droite. On a donc directement ici l'apparition de l'ion cyanure. Évidemment, si les électrons sont partis ici, ça veut dire que là, on a un défaut, une lacune électronique et une charge plus. Alors, en termes d'équivalent synthétique, regardons d'abord Cn-. Donc Cn-, l'ion cyanure, eh bien, on ne le trouve pas sous sa forme d'anion isolé, il est forcément présent dans un solide ionique. Donc on pourrait par exemple utiliser du cyanure de potassium, KCN, ou du cyanure de sodium. En ce qui concerne l'autre fragment, alors pour l'instant, ce rétron, vous le voyez, il a la tête d'un carbocation. Un carbocation primaire. Ce carbocation primaire, il n'est pas conjugué. Et par conséquent, il ne peut pas exister de réactif commercial contenant ce carbocation. Donc là, il faut préciser un équivalent synthétique. Reprenez un instant l'exemple de la synthèse de l'acétate d'isoamyle et regardez comment on a transformé
par équivalence synthétique, la lacune en autre chose. On a mis, au niveau du carbone fonctionnel, un atome très électronégatif pouvant se détacher. C'est-à-dire, est-ce que vous avez le mot? On va rattacher à ce carbone un groupe partant. Donc, l'équivalent, ce sera ceci. Je vais mettre Gp pour groupe partant. Vous vous souvenez que ces groupes partants contiennent des atomes très électronégatifs et par conséquent, la liaison carbone fonctionnel groupe partant sera polarisée delta plus sur le carbone, delta moins sur le groupe partant. Donc ça, c'est une notation pour l'instant très générale. C'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus satisfaisant. Si on veut commander un produit, il faut préciser ce que peut être ce groupe partant. Eh bien, on va donner des exemples. Alors, les groupes partants, on commence à les connaître depuis un petit moment. On en parle depuis la leçon C6L3. Est-ce que vous avez en tête des exemples de groupes partants que vous pourriez utiliser? Alors moi, ceux auxquels je pense tout de suite, ce sont les halogènes. On a vu que c'était des très bons groupes partants. Donc on peut très bien mettre ici, au bout, du chlore, du brome ou de l'iode. Au passage, je vous rappelle que les composés chlorés sont un petit peu moins réactifs que les bromés, eux-mêmes moins réactifs que les iodés. De plus, les chlorés sont moins chers que les bromés, eux-mêmes moins chers que les iodés. En termes de déchets également, le chlore est moins lourd que le brome, lui-même moins lourd que l'iode, donc si on doit tenter la réaction, ça peut être bien de commencer à le faire avec un composé chloré. Autre type de groupe partant qu'on a vu, c'est une famille qui contient un atome de soufre, c'est ce qu'on appelle les esters sulfoniques. On en reparlera dans le dernier chapitre de chimie organique. Si je vous dessine ça, j'espère que ça vous dit quelque chose. Vous voyez sur la droite un fragment particulier, le fragment tosylate. Et ce fragment tosylate, TS, eh bien, il peut se décrocher du reste de la molécule. La liaison se coupe au niveau de la liaison carbone-oxygène. L'oxygène récupère les électrons et on a un fragment TSO, charge moins, qui est une base très stable. Le pKa associé au couple tosylate acide correspondant, il vaut moins 6, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment un très très bon groupe partant. Ok, bon ben on a mis ça en place. Concernant la rétrosynthèse, on sait ce qu'on va faire. Eh bien on repasse maintenant dans le sens synthétique. Alors, pour réaliser cette transformation, eh bien, on va utiliser, mettons, du cyanure de potassium. On va essayer avec le réactif chloré. Hein. On a vu que d'un point de vue économique et écologique, c'est celui qui était le mieux, même si en termes de réactivité, ce n'est pas forcément l'idéal. Là, ici, le réactif chloré. Et maintenant, il faut également réfléchir sur le solvant. Alors, puisqu'on utilise un sel ionique, il va falloir un solvant suffisamment polaire et un solvant qui ne permette pas de substitution nucléophile. Imaginons qu'on choisisse de travailler avec du solvant H2O. Alors, l'eau va permettre de bien solubiliser les ions potassium et les ions cyanure. Par contre, l'eau, souvenez-vous, c'est un nucléophile. Il est susceptible de faire une substitution nucléophile sur ce carbone. En plus de ça, l'eau, c'est un composé qui dissout mal les molécules organiques, comme celle-ci. Par conséquent, ce n'est pas le meilleur candidat. On peut envisager du coup un solvant un petit peu plus organique. L'éthanol, pourquoi pas? Alors l'éthanol est suffisamment dissociant pour dissoudre les ions, donc le cyanure de potassium dans l'éthanol, ça va fonctionner. Et est-ce qu'il y a une réactivité entre l'éthanol et le composé chloré qui est ici, le chloropropane? Et la réponse est oui, puisque l'oxygène de l'éthanol est lui aussi nucléophile. Si c'est le solvant, il y aura énormément de molécules d'éthanol et il peut y avoir une substitution nucléophile qui a lieu ici. C'est-à-dire que l'oxygène, par un doublet non liant, attaquerait le carbone qui est là, départ du groupe partant. Donc finalement, l'éthanol, ce n'est pas le meilleur candidat non plus. Donc il nous faut un solvant polaire, mais qui ne soit pas nucléophile.
eh bien, on peut envisager par exemple de prendre de la propanone. Là ici, sur l'atome d'oxygène, il y a bien des doublés non liants, mais on en a parlé dans la leçon C6L4 sur les organomagnésiens. Ces doublés non liants ne permettent pas une réactivité de nucléophiles très marquée. Du coup, ce composé-là, l'acétone, n'est pas un nucléophile et il ne va pas être gênant pour faire la réaction. Second exemple de formation de liaison simple carbone-carbone avec cette fois un réactif qui est un organomagnésiien. On l'a déjà vu dans la leçon, hein, les organomagnésiens peuvent former des liaisons carbone-carbone grâce au carbone delta- relié au magnésium. Donc là ici on nous demande d'effectuer l'analyse rétrosynthétique du 2-méthylbutane et on nous dit que les réactifs utilisés devront comporter au plus 3 atomes de carbone. Alors, on commence par écrire la molécule cible, donc c'est un méthète propre but. Voici le 2-méthylbutane. Alors, des déconnexions entre liaisons carbone-carbone, il peut y en avoir plusieurs. On peut envisager une ici, mais ça nous ferait un fragment en bas qui contiendrait trop d'atomes de carbone. Et donc, si on essaye à différents endroits, on s'aperçoit qu'il y en a un seul qui nous permet d'avoir 2 rétrons comportant au plus 3 atomes de carbone. C'est la déconnexion qui est ici. À partir de cette déconnexion, on peut envisager 2 couples de rétrons. Alors, d'abord, je vais mettre les 2 fragments correspondant aux atomes. Là, ici, pour la partie gauche, et pour la partie droite, voici ce qu'on obtient. J'ai bien remis au total 5 atomes de carbone et les hydrogènes correspondants. Comme on l'a déjà vu plusieurs fois, lorsqu'on fait cette déconnexion, il faut savoir où on place les électrons de la liaison déconnectée. On peut les mettre soit sur ce rétron, soit sur l'autre. Et vous voyez qu'ici, bien, les atomes concernés, ce sont des atomes de carbone. Donc, il n'y a pas un choix meilleur que l'autre. Il va donc falloir envisager les 2 possibilités. Donc, on peut soit envisager de mettre la paire électronique ici, ce qui nous met du coup un carbanion à gauche, et au contraire, une lacune électronique et un carbocation à droite. Ou alors, deuxième façon de répartir les électrons, je vais l'écrire en noir, on va mettre la lacune électronique à gauche cette fois et le doublé non liant sur la droite. Quoi qu'il en soit, vous voyez que peu importe qu'on envisage la déconnexion en bleu ou en noir, on a à chaque fois un carbanion et un carbocation. Pour la suite, je vous propose de travailler avec ce que j'ai noté en bleu, donc ceci. Et on va commencer par s'intéresser à ce fragment-là, le rétron carbocationique. Dans les 2 exemples qu'on a déjà traités, on a vu que lorsqu'on avait un carbone carbocationique dans un rétron, c'est un réactif commercial qui n'existe pas, mais on peut prendre un équivalent synthétique. Et pour obtenir cet équivalent, il faut relier le carbone déficitaire en électrons à un groupe partant. Voici. Concernant le groupe partant, eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être un tosylate, un triflate ou un halogène. Deuxième rétron, le rétron anionique. Encore une fois, les carbanions sont des composés instables. Il n'existe pas de réactif commercial où un carbanion tel que celui-ci est présent. La seule chose qu'on peut faire, c'est chercher un équivalent synthétique. Donc, vous voyez qu'on va procéder par analogie avec ce qu'on a mis sur l'exemple précédent. Dans le rétron, l'espèce qui n'est pas chimiquement réelle, on avait un carbone plus. Et l'équivalent synthétique, c'est un carbone delta plus relié à un groupe partant très électronégatif. Là ici, on veut un carbone moins. Donc on va avoir comme équivalent synthétique
un carbone chargé delta-. Et comment faire pour avoir un carbone chargé delta-? Eh bien, il faut qu'il soit relié à un atome moins électronégatif que lui, par exemple le magnésium, au sein d'une entité organomagnésienne mixte. Et arrivé ici, eh bien, si on est un petit peu jusque-boutiste, on se rend compte que l'organomagnésien, on peut lui aussi faire une analyse rétrosynthétique. En effet, on sait que pour faire un organomagnésien, X ici correspond à un halogène qui doit être du chlore, du brome ou de l'iode. Eh bien, on peut utiliser un dérivé halogéno-alcane plus du magnésium, tout ça dans des conditions anhydres sous atmosphère inerte. Donc, on aurait comme réactif qui permettent de donner cet organomagnésien-là, l'halogéno-alcane correspondant. Je mets X qui correspond encore une fois à chlore, brome ou iode, plus du magnésium. Une fois qu'on a fait ceci, donc l'analyse rétrosynthétique là, elle est terminée, on peut repasser dans le sens de la synthèse. Alors, pour ce sens synthétique, on va voir qu'il y a au total 2 réactions à faire. La première, synthèse de l'organomagnésien, et ensuite, réaction de l'organomagnésien avec le composé à groupe partant. On sait que lorsqu'on fait une synthèse magnésienne, on doit toujours commencer par préparer l'organomagnésien. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par écrire ce qui se passe ici. Donc, on prend le substrat, et on va prendre un substrat réel. Donc là, ici, pour X, je vais prendre un atome de brome. On a vu qu'en termes de coût et de réactivité, le brome était un bon compromis. Et lorsqu'on souhaite faire cet ensemble de réactions, on va faire subir à ce fragment moléculaire un ensemble de plusieurs traitements. Le premier, c'est la synthèse de l'organomagnésien. Donc, on le met en présence de magnésium solide dans du diéthyléther anhydre et on travaille au reflux. À la fin de l'étape numéro 1, on aura dans le ballon l'organomagnésien. Il va réagir in situ et on va donc verser sur lui, dans une deuxième étape, le composé portant un groupe partant. On peut prendre par exemple ici du chloroéthane dissous dans le diéthyléther anhydre. Une fois que cette réaction a été faite, eh bien, la substitution nucléophile a eu lieu, c'est-à-dire que l'organomagnésien a attaqué le carbone que je vais mettre ici en évidence en rouge. L'organomagnésien joue le rôle de nucléophile, le chlore joue le rôle de groupe partant, et on va former du coup l'alcane qui est demandé, c'est-à-dire le 2-méthylbutane. Et n'oubliez pas que lorsqu'on fait une synthèse magnésienne, on termine toujours dans une troisième étape par l'hydrolysacide. Je vais noter ça H2O, H+. Et donc lorsqu'on aura fait tout ça, on obtiendra le produit souhaité, plus des sous-produits. Les sous-produits en question, eh bien, ce sont par exemple les ions Mg2+, les ions Br-, Cl-. Si jamais on voulait avoir plus de précision sur ces sous-produits, on pourrait prendre un moment pour écrire les mécanismes réactionnels et voir quelle est leur nature chimique. Alors, pour terminer sur cet exemple-là, évidemment, la molécule qu'on a produite ici, notre 2-méthylbutane, c'est un alcane. Je vous ai dit que utiliser un organomagnésien pour préparer un alcane, c'est quelque chose que personne ne fait, puisque les alcanes, on peut les trouver directement dans la nature grâce au pétrole. Par contre, cette réaction peut avoir un intérêt pour des situations où un groupe fonctionnel serait présent. Imaginez que sur le produit, on ait une fonction chimique, que j'ai notée ici FCT pour fonction. Eh bien, on pourrait du coup fabriquer cette fonction reliée à ce motif carboné grâce à la réaction qu'on a évoquée. Si vous reprenez juste en dessous l'analyse rétrosynthétique, ça veut dire que le groupement fonctionnel doit être présent ici. On le retrouverait alors à cet endroit et ici.
Regardez également sur l'équation de bilan, ça veut dire que là ici, on aurait la fonction chimique. Ça veut dire que cette fonction peut être présente au cours de la réaction, mais soyez vigilants. Lorsqu'on fait ce schéma de réaction, on va passer par la préparation d'un organomagnésiien. Si la fonction est réactive vis-à-vis d'un organomagnésiien, dès qu'il est formé, il réagira sur cette fonction. Donc toutes les fonctions qui existent ne sont pas envisageables. Par exemple, on pourra avoir une fonction hétéroxyde, puisqu'on sait que les hétéroxydes ne sont pas affectés par les organomagnésiens, hein, c'est les solvants qu'on utilise pour la synthèse. Par contre, si dans cette fonction vous avez un aldéhyde ou une cétone, là c'est fini. On ne pourra pas utiliser cette voie de synthèse. Il faudrait utiliser une autre méthode pour arriver au produit final. On s'intéresse maintenant à l'exemple suivant, donc c'est le paragraphe grand 2, petit 2, petit d. En bas de la page numéro 4, on nous demande cette fois de faire la rétrosynthèse d'un alcène. Donc là ici notre objectif est de former une double liaison, une liaison pi, entre les atomes de carbone, à partir d'une liaison sigma préexistante. Alors, si on veut faire ce type de transformation, on va prendre l'exemple que je vous propose, de faire la rétrosynthèse du 2-méthylbute-2-N. Le 2-méthylbute-2-N, c'est cette molécule. C'est un alcène qui n'est ni Z ni E. Ça va nous faciliter la vie. Et notre objectif, c'est de former une double liaison carbone-carbone. Donc là, on prend un petit instant pour réfléchir, mobiliser vos souvenirs, vos connaissances. Quelles sont les réactions que nous avons vues ensemble qui permettent de former des alcènes, des doubles liaisons carbone-carbone? Alors, est-ce que vous avez la réponse? Pour former des alcènes, révisez le chapitre, la leçon chapitre 6, leçon 3. On a vu un seul type de mécanisme, c'est le mécanisme E2. De façon plus générale, pour former un alcène, on peut procéder par une réaction de bêta-élimination. Alors, bêta-élimination, ça veut dire qu'on va former entre le carbone alpha initialement fonctionnel et le carbone bêta une double liaison. Là, ici, on nous donne la double liaison, ça veut dire qu'on peut dire que ces deux atomes de carbone, ce seront alpha et bêta. Mais qui est qui? Eh bien, on peut envisager deux choses. Je vais d'abord noter ici en rouge carbone alpha et en bas le carbone bêta, mais on pourrait très bien envisager l'inverse. Mettre le carbone alpha en bas et le carbone bêta en haut. Quels seraient les réactifs donnant naissance à l'alcène avec la numérotation alpha-bêta que j'ai choisie en rouge? Bien, on reprend d'abord le squelette sigma. Lors d'une élimination, le squelette sigma n'est pas modifié. Je vais remettre également les noms des atomes, alpha et bêta. On sait que lors d'une élimination, le carbone bêta porte le groupe partant. Donc, on doit mettre ici, au niveau du carbone bêta, un groupe partant que j'abrège GP. Sur le carbone alpha, non pardon, je suis en train de m'embrouiller. C'est pas ça. Le groupe partant n'est pas sur le carbone bêta, mais sur le carbone alpha. Je vais donc le mettre ici. Et sur le carbone bêta, pardon, c'est des atomes d'hydrogène qui doivent être présents. Ici, il y en a deux, ça nous convient. Et on peut s'arrêter là pour l'analyse rétrosynthétique. Si on repassait maintenant dans le sens synthétique, il faudrait se souvenir que un composé tel que celui-ci, avec par exemple comme groupe partant un atome d'iode, eh bien, il ne va pas réagir spontanément. Il faut en plus ajouter une base suffisamment forte et non nucléophile pour avoir une déprotonation ici ou là, permettant d'arriver à ce produit. Et encore une fois, on va puiser un petit peu dans vos souvenirs et vos connaissances. Listez-moi, mettez éventuellement en pause, listez-moi la liste des bases fortes avec les couples associés et les pKa qu'on pourrait utiliser pour faire une réaction d'élimination. Je vais faire la deuxième déconnexion et je reviendrai en dessous à la fin sur le bas du tableau sur les exemples de bases fortes qu'on peut utiliser.
Deuxième type de déconnexion, d'analyse rétrosynthétique, eh bien, si on a numéroté alpha et bêta comme ici en vert, on va seulement modifier la position du groupe partant sur le squelette sigma. Il sera cette fois ici. Et il faudra, sur le carbone bêta, un atome d'hydrogène. On en a ici exactement un, donc ça peut fonctionner. Plus, comme on l'a mis en haut, une base forte non nucléophile. Bien. Concernant ces bases fortes, voyons voir si vous avez eu beaucoup d'idées. La première base à laquelle on pourrait penser, celle qui, je pense, est la plus propre à utiliser, ce sont les hydrures métalliques. Par exemple, l'hydrure de sodium, NaH. Dans l'hydrure de sodium, c'est un solide, hein, on va avoir des ions Na+, et des ions hydrure H-. Le couple associé, c'est le couple H2, H-, et le pKa correspondant est aux alentours de 40. Suivant l'échelle de pKa qu'on consulte, ça peut varier un petit peu. Deuxième exemple de base forte non nucléophile qu'on a vu, un petit peu moins forte que les ions hydrures, c'est le LDA, diisopropylamidure de lithium. C'est un solide ionique. Le couple correspondant, eh bien, c'est le couple diisopropylamine, IPR 2 fois NH. La base conjuguée, c'est celle-ci, IPR 2 fois N-. Et le pKa associé est aux alentours de 35. Le dernier exemple de base forte non nucléophile qu'on peut envisager d'utiliser, ce sont des ions alcoolates encombrés, par exemple l'ion tertiobutanolate, TBU au moins. Le couple associé, c'est le couple tertiobutanol-tertiobutanolate. Et je l'écris ici en topologique. Et le pKa associé est aux alentours de 18. Bien, donc là, on peut envisager l'utilisation de ces trois types de réactifs. Moi, j'ai tendance à privilégier le premier, puisque vous voyez que l'acide correspondant, c'est le dihydrogène, un composé gazeux, qui va quitter spontanément le milieu réactionnel, et donc les traitements post-réactionnels vont être relativement faciles. Si vous prenez le LDA, vous allez avoir une amine secondaire dans votre milieu réactionnel, et les amines sont connues pour avoir des odeurs assez nauséabondes. Ça sent les composés organiques en décomposition. Ça sent le poisson pourri, par exemple. Bien, maintenant il faut se poser une question. Entre la voie de déconnexion qu'on a mis en haut, en rouge, et celle qu'on a mis en vert, y en a-t-il une qui va être plus facile que l'autre? Eh bien, on va analyser pour ça les deux réactifs qu'on utiliserait. Si on regarde la voie en rouge, sur le carbone bêta, eh bien, la zone de l'espace est relativement dégagée. De plus, il y a 2 atomes d'hydrogène. Bon. On garde ça en tête et on regarde maintenant la voie de synthèse, je vais y arriver, la voie rétrosynthétique verte. Cette fois-ci, l'hydrogène porté par le carbone bêta, il est tout seul. Donc, d'un point de vue probabilité, il est moins probable d'atteindre celui-ci que d'atteindre cela, simplement par un effet de nombre. De plus, vous voyez que le carbone bêta dans la voie de rétrosynthèse verte, il est à proximité de 2 fragments méthyle. Donc ça veut dire que cet hydrogène-là, en plus d'être seul, il est plus difficile d'accès, donc plus difficile de déprotoner ici. Ça veut aussi dire que le carbone fonctionnel qui est ici, carbone alpha, eh bien, il va pouvoir subir plus facilement une substitution nucléophile. Donc si on met tous ces arguments-là dans la balance, on est en train de dire que finalement, l'analyse rétrosynthétique de la voie verte est moins favorable que celle qu'on a mis pour la voie rouge. Donc si on reprend maintenant tous ces résultats dans le sens synthétique, eh
bien, on va prendre ce substrat. Je vais choisir un groupe partant ici. On va prendre un atome d'iode, puisqu'on sait que ce sont de très bons groupes partants. Comme base, on va prendre de l'hydrure de sodium. Et comme solvant, eh bien, il nous faut un solvant, pardon, j'ai mis hydrure de sodium, mais j'ai mal écrit, c'est Na plus H moins. Il nous faut un solvant capable de séparer ces ions pour faire la réaction. Qu'est-ce qu'on peut prendre ici? Si on prend un solvant protique, on va avoir une réaction acido-basique avec le H- qui est là. Donc il nous faut un solvant aprotique et polaire. On peut utiliser, pourquoi pas, le diéthyléther. Évidemment, là ici c'est juste une proposition, hein. On pourrait envisager d'autres solvants pour faire la réaction. Et lorsqu'on la réaliserait, on aurait donc formation de l'alcène. Et les sous-produits obtenus, ce serait de l'iodure de sodium, Na plus I-, plus du dihydrogène gazeux. Pour conclure, la remarque que je vous ai mise sur le document, n'oubliez pas que là ici, si le mécanisme d'élimination que vous réalisez, c'est un mécanisme E2, et que vous avez des conditions stéréochimiques particulières, c'est-à-dire si vous avez un alcène cible qui est Z ou E, eh bien vous devrez prendre comme substrat, celui que vous avez ici, une configuration spéciale, donc vous devrez préciser des liaisons vers l'avant, vers l'arrière, pour que le substrat que vous avez dessiné, grâce à la condition antipériplanaire, donne bien l'alcène soit Z, soit E, celui qui est demandé. Donc là, vous voyez que quand on prend plus en considération la stéréochimie, on peut rapidement balancer dans les exercices très difficiles. On poursuit avec le paragraphe suivant, en haut de la page 5. On s'intéresse maintenant à la synthèse de molécules contenant un groupe fonctionnel. Alors, des molécules fonctionnelles, on n'en a pas vu 36 000 catégories, donc on va voir celles qu'on a déjà évoquées en cours, à commencer par la préparation des alcools, par addition nucléophile. Donc ce qu'on va dire ici, pour bien comprendre ce dont il est question, il faut que vous maîtrisiez parfaitement la leçon C6L4 sur l'addition nucléophile des organomagnésiens. On a vu dans cette leçon que l'addition nucléophile d'un organomagnésien sur un aldéhyde ou sur une cétone était une méthode importante pour la préparation des 3 classes d'alcool. Dans le premier exemple, on va voir comment préparer un alcool primaire et on nous demande de faire la rétrosynthèse du propanol. Donc le propanol, c'est cette molécule, j'ai bien mis 3 atomes de carbone à l'intérieur. N'oubliez pas, toujours compter vos atomes de carbone de façon à être sûr d'avoir la bonne molécule. Et pour former un alcool, on a vu qu'il nous fallait utiliser un organomagnésien et un composé carbonylé. On a également vu dans la leçon que vous êtes en train de faire actuellement que lorsqu'on cherche à préparer une fonction chimique, il faut déconnecter au voisinage ou même dans la fonction chimique. Donc là ici, la fonction alcool, elle est là. Lorsqu'on va faire une déconnexion, bien, on va envisager plusieurs choses. Si j'envisageais une déconnexion ici, entre le carbone et l'oxygène, j'aurai sur la gauche un fragment qui ne contient que du carbone, sur la droite un ion HO-. Ça, c'est pas un composé carbonylé. Donc la déconnexion sur cette liaison-là, c'est pas l'idée la plus pertinente. On va donc envisager une déconnexion un cran à côté. Puisqu'on fait de l'analyse rétrosynthétique, on place la flèche de la rétrosynthèse, on place les 2 morceaux de rétron, donc là ici 2 atomes de carbone qui correspondent à ce que j'ai mis ici à gauche, et à droite on a un carbone et le fragment OH. La question c'est de se dire, les électrons de la liaison qui sont ici, où est-ce qu'on va les mettre? Soit à gauche, soit à droite. On peut envisager l'un ou l'autre. Là, ici, je vais essayer les deux et on verra s'il y a une solution qui fonctionne mieux que l'autre. Donc, je peux envisager de mettre la paire électronique ici à droite.
Du coup, on aurait une lacune à gauche. Ou alors, autre façon de répartir ces électrons, la paire électronique non liante à gauche et la lacune à droite. Ok, donc on va essayer maintenant de voir les équivalents synthétiques. Pour ce composé-là, un rétron qui est un carbocation, eh bien, on a vu qu'on pouvait relier sur ce carbone-là un groupe partant. Ok. Maintenant, pour le fragment qui est à droite, on a un carbone avec un excès d'électrons relié à un oxygène. Est-ce que vous connaissez beaucoup de fonctions chimiques où vous avez un carbone delta- relié à un oxygène? Logiquement, là, vous n'avez pas de réponse à me donner. Hein. La raison est simple, ça n'existe pas. Finalement, cette première voie, elle paraît plutôt difficile à utiliser. Alors, regardons ce qu'on a mis avec l'analyse rétrosynthétique en noir, juste en dessous. On a ici un carbanion. Les carbanions, on les a croisés tout à l'heure, leur équivalent réel, la molécule équivalent synthétique, c'est un organomagnédien, par exemple. Et là, ici, on a un fragment qui contient du carbone, de l'oxygène, et le carbone doit être déficitaire en électrons. Est-ce que vous arrivez à trouver, dans la famille des aldéhydes et des cétones, le composé carbonylé qui est l'équivalent synthétique de celui-ci? Je vais réécrire sa structure pour que vous ayez les idées peut-être un peu plus claires. Ce composé-là, c'est la même chose. Il est identique à ce que je vais mettre sur la droite. Donc, on a le fragment OH et ce carbone, il a deux liaisons CH en plus de sa lacune électronique. Peut-être que là, vous voyez un peu plus le composé carbonylé dont il est question. C'est nul autre que le formaldéhyde, qu'on appelle en opaque le méthanal. Donc là, équivalence synthétique. Vous voyez bien que dans le méthanal, le carbone fonctionnel est chargé delta+, c'est un site accepteur d'électrons, comme dans ce rétron qui n'a pas d'existence réelle. Bon, à partir de ça, souvenez-vous que ce composé-là, lui aussi, il a une équivalence synthétique, un organomagnédien. Donc là, on a un fragment, 2 atomes de carbone, un fragment éthyle. Donc son équivalent, ce sera de l'halogénure d'éthyle magnésium. Si on repasse maintenant dans le sens de la synthèse, alors on va commencer par préparer l'organomagnésiien. Donc on peut prendre pour ça du bromoéthane par exemple. Ce bromoéthane, on va lui faire subir plusieurs traitements successifs. Premièrement, on le met dans le THF ou le diéthyléther en présence de magnésium solide à reflux. Donc, au cours de l'étape numéro 1, on forme l'organomagnésiens ET-MgBr. Deuxième étape, on va ajouter le composé carbonylé, c'est-à-dire le formaldéhyde. Je l'écris H2CO. Alors, ce qu'il faut savoir sur le formaldéhyde, c'est que dans les conditions habituelles de température et de pression, c'est un gaz. Donc, en général, on ne l'utilise pas sous forme gazeuse, mais on utilise un polymère de formaldéhyde qu'on appelle le paraformaldéhyde, qui est à l'état solide. Et lorsqu'on met du paraformaldéhyde en présence d'un organomagnésien, eh bien, il va se dépolymériser pour fournir ce composé qui va ensuite pouvoir réagir. Troisième et dernière étape, toujours présente lors d'une synthèse magnésienne, eh bien, c'est l'hydrolysacide final. Lorsqu'on fait tout ça, eh bien, on va former le propanol dont il était question initialement, plus des sous-produits, du magnésium et du bromure. Encore une fois, ces sous-produits, il est plus facile de les analyser, de les trouver, lorsqu'on passe par l'écriture des mécanismes réactionnels. Pensez également que dans le cadre où vous faites de la chimie organique, la nature chimique des sous-produits est très importante parce que s'ils sont hautement toxiques, vous risquez d'avoir des problèmes sur leur utilisation
ultérieures. On poursuit avec l'exemple suivant. On nous demande cette fois de synthétiser un alcool secondaire et on parle du pentane de Hall. Méthète propre but pinte en position 2, le fragment hydroxyle. Donc voici l'alcool auquel on souhaite aboutir. Déjà, ce qu'on sait du pour C6L4, c'est que pour former un alcool secondaire, il nous faut un organomagnésium et un aldéhyde qui ne soit pas le formaldéhyde. On peut envisager sur cette molécule deux types de déconnexions. La première déconnexion, je vais la représenter ici en rouge. On a vu qu'il ne fallait pas la faire entre l'oxygène et le carbone, mais sur une des liaisons à côté. Donc si on fait la rétrosynthèse rouge, voici ce qu'on obtient. Donc je vais d'abord remettre le fragment qui est ici à gauche, le fragment à droite, 1, 2, 3 atomes de carbone. Et je précise ensuite la position des électrons de la liaison qu'on déconnecte. On a vu sur l'exemple précédent qu'on ne pouvait pas les mettre ici, donc je vais les mettre sur la droite, et on aura ici un carbocation. En termes d'équivalence synthétique, le composé qui est ici, son équivalent, ce sera l'éthanal. Et pour le composé de droite, eh bien, on prend un halogénure de propylmagnésium. Donc, 1, 2, 3 atomes de carbone MgX, avec X qui est chlore, brome ou iode. Et on sait que cet organomagnésium peut être préparé à partir de l'halogénoalcane correspondant, plus du magnésium solide dans l'éther anhydre en atmosphère inerte. Deuxième déconnexion envisageable, eh bien, elle peut être réalisée ici. Je vais noter ça en dessous, en vert. Et donc, si on envisage la déconnexion en vert, donc le fragment qui est là, c'est un fragment CH3. Et pour le reste de la molécule, on aura donc OH et 4 atomes de carbone. En ce qui concerne le placement des électrons, regardez bien ce qu'on a mis au-dessus, on ne peut pas les mettre au pied de l'oxygène. Donc, au pied de l'oxygène, c'est une lacune électronique. Et le doublé non liant accompagné de la charge moins se place sur le fragment CH3. En ce qui concerne les équivalents synthétiques, ça c'est l'équivalent d'un composé carbonylé, celui-ci. Donc là ici on a un aldéhyde à 4 atomes, c'est le butanal, et le fragment CH3-, c'est un carbanion, il n'existe pas sous cette forme-là. L'équivalent synthétique de ce carbanion, c'est l'organomagnésium CH3MgX, avec X qui pourra être chlore, brome ou iode, lui-même préparé à partir d'halogénométhane CH3X plus du magnésium. Donc là, pour l'analyse rétrosynthétique, on en a fini. Y a-t-il apparemment une voie qui va être mieux que l'autre, c'est-à-dire y a-t-il une réaction plus facile que l'autre? Bon, on n'a pas donné de critères qui permettaient de dire qu'une synthèse magnésienne était mieux qu'une autre en termes d'addition nucléophile. Donc là, ici, l'une ou l'autre sont envisageables. Je vous laisse reprendre sur le document la réaction dans le sens synthétique. Donc là, ici, c'est pour vous un exercice. Vous prenez soit la voie rouge, soit la voie verte, peu importe, et vous mettez l'ensemble des réactions qui permettent de passer de l'halogénoalcane vers l'alcool secondaire qui est ici. Bien, on poursuit avec le paragraphe suivant. On a maintenant à préparer un alcool tertiaire et on nous demande donc de faire l'analyse rétrosynthétique du 3-méthylhexane 3-ol. Donc on va commencer par dessiner la molécule cible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le carbone 3, je mets un fragment méthyle et également un fragment hydroxyle. Donc là, on a bien un alcool tertiaire. Et lorsqu'on souhaite en faire l'analyse rétrosynthétique, eh bien, on sait que pour préparer un alcool tertiaire, il nous faut un organomagnésium mixte plus une cétone. À partir de là, on va pouvoir envisager différentes déconnexions. On va voir toutes les trois et je vous laisserai écrire la suite réactionnelle dans le sens synthétique pour l'une de ces trois déconnexions. Alors, premièrement,
on pourrait envisager de déconnecter ici, en rouge. Donc si on fait la déconnexion rouge, c'est la voie que je vais écrire en premier, tout en haut, on va avoir un fragment qui est celui-ci. On vient de voir sur les deux exemples précédents que ce fragment carboné, ce sera l'équivalent synthétique de l'organomagnésium. Et de l'autre côté, le fragment oxygéné, ce sera celui-ci. Et en termes d'équivalence synthétique, le composé qui est là, ce sera du ET-MgX, un halogénure d'éthylmagnésium, et le composé de droite, eh bien, c'est une cétone. Un, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone, j'en ai donc oublié un, là voici, ce sera la butane de Hon. Comme on l'avait vu précédemment, cet organomagnésien, on peut à nouveau lui refaire une analyse rétrosynthétique. Pour le préparer, il nous faudrait de l'halogénure d'éthyle, c'est-à-dire ETX, plus du magnésium en solvant éthéré, et ainsi de suite. Deuxième type de déconnexion, je vais la noter ici en vert. Donc, je vais rajouter en rouge, c'est la déconnexion 1. En vert, ici, ce sera la déconnexion 2. Alors, lorsqu'on fait cette déconnexion, on va avoir un fragment carboné qui est ici uniquement un fragment CH3. On a vu que ce CH3 allait être l'équivalent du carbanion, c'est-à-dire l'organomagnésien. Et l'autre fragment, donc là on regarde plus ce qu'on a dessiné en rouge, on a une chaîne à 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Et on a ici OH, lacune, une charge plus. Ce composé à droite, celui-ci, c'est l'équivalent d'une cétone. Celle-ci, c'est l'hexane 3-on. Dernière déconnexion envisageable. Je vais la dessiner tout en bas en noir. Alors pour la déconnexion numéro 3, le fragment carboné, il est ici à droite et il contient 1, 2, 3 atomes de carbone. Donc ça, c'est l'équivalent d'un organomagnésien qui serait de l'halogénure de propylmagnésium. Souvenez-vous, hein, en chimie orga, quand vous avez PR, ce sera le groupement propyl. Certains de vous, parmi les réponses de vos DM, ont pris PR pour l'élément chimique praséodyme. Du praséodyme en chimie, vous n'en croiserez pas. Le deuxième fragment, donc issu de la déconnexion 3, c'est le fragment qui est ici à gauche. On va avoir ceci. Et ce rétron, son équivalent synthétique, c'est une cétone. Là, ici, au-dessus, c'est une équivalence. Là, ici, c'est encore une équivalence. On aura ici, comme molécule, la butanone. Donc là, comme tout à l'heure, vous prenez l'une de ces trois voies de synthèse et vous réfléchissez à l'ordre dans le sens synthétique de succession des différentes étapes pour arriver jusqu'à la synthèse de l'alcool. Alors, dans le paragraphe suivant, on s'intéresse maintenant à la synthèse de composés qui ne sont plus des alcools, mais des acides carboxyliques. Encore une fois, pour comprendre comme il faut ce paragraphe-là, vous devez maîtriser la leçon C6L4 sur l'addition nucléophile des organomagnésiens. On nous demande de faire la rétrosynthèse de l'acide 2-phénylpropanoïque. Alors, net et propre. Donc là, ici, on a bien une chaîne carbonée qui contient 1, 2, 3 atomes de carbone, un fragment phényl porté par le carbone numéro 2. Donc, voici la molécule cible. Comme on l'a vu, lorsqu'on fait de la rétrosynthèse, il faut faire des déconnexions au niveau des fonctions chimiques et également se souvenir des différentes réactions qu'on a vues. Donc là, on puise dans sa mémoire
et on essaye de se souvenir quelle est la réaction qui forme des acides carboxyliques. Il s'agit de la réaction entre un organomagnésiien et le CO2. On voit ici, là sur la droite, que le groupe fonctionnel acide carboxylique ressemble un petit peu au dioxyde de carbone. En tout cas, on a un atome de carbone qui est relié à 2 atomes d'oxygène. Donc, lorsqu'on envisage la déconnexion, on va la réaliser ici. On met la flèche de la rétrosynthèse, et les 2 fragments auxquels on aboutit sont les suivants. Il faut maintenant préciser là où on va mettre les électrons. Donc, puisqu'on veut du CO2 et un organomagnésiien, que ça ressemble au CO2, l'organomagnésiien, ce sera l'autre fragment. Par conséquent, on va mettre la paire électronique non liante et la charge moins à gauche. Et sur la droite, on aura la lacune électronique et la charge plus. L'équivalent de ce carbanion, ce sera cet organomagnésiien. Et l'équivalent du fragment de droite, ce sera rien d'autre que le CO2. Concernant l'organomagnésiien qui est ici, on peut préciser la façon dont il est synthétisé à l'aide d'une nouvelle analyse rétrosynthétique. On va prendre cet halogénoalcane plus du magnésium solide en solvant éthéré sous atmosphère inerte. Donc si on remet tout ça dans le sens synthétique, synthèse magnésienne, on va commencer par écrire ce composé-là. Donc là, ici, X, c'est un atome d'halogène. Ça peut être fluor, chlore, pardon, pas fluor, non, ça peut être chlore, brome ou iode. Donc, mettons qu'on prenne du chlore. On lui fait subir plusieurs traitements. Premier traitement, eh bien, on va faire la synthèse de l'organomagnésiien. Pour ça, on place du magnésium solide en solvant éthéré, anhydre, sous atmosphère inerte et au reflux. À l'issue de l'étape numéro 1, l'organomagnésiien est préparé. Dans l'étape numéro 2, on va mettre le dioxyde de carbone. Vous vous souvenez qu'on peut mettre soit du dioxyde de carbone gazeux en faisant un barbotage, ou alors solide en utilisant la carboglace. Lors de cette étape numéro 2, le CO2 est forcément en excès, et tant mieux, puisque de cette façon, on va faire réagir de façon quasi totale l'organomagnésiien. On forme de façon intermédiaire un ion carboxylate, et si on souhaite former l'acide carboxylique, on doit passer, comme d'habitude, par une étape numéro 3 d'hydrolyse acide, H2O, H+, qui nous permettra de former l'acide carboxylique demandé. Plus des sous-produits. Comme d'habitude, identifiables à l'aide de l'écriture du mécanisme réactionnel. Alors, on continue notre tour d'horizon des analyses rétrosynthétiques avec cette fois des exemples un petit peu plus corsets. On parle maintenant des molécules bifonctionnelles et on va commencer par le cas le plus simple, les molécules bifonctionnelles symétriques. Alors, on va prendre 2 exemples et le premier exemple que je vous propose, c'est synthétiser une molécule qui est un diol. Un diol, c'est une molécule qui possède dans sa structure 2 fonctions alcool. Alors, on doit réaliser l'analyse rétrosynthétique de la molécule d'hexane-glycol, donc ça c'est son nom courant. Son nom en nomenclature systématique, ce serait l'hexane 1,6-diol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voici la molécule, on vérifie qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Et le but du jeu, c'est de former ce composé à partir d'autres réactifs. On remarque que la molécule est bien symétrique, il y a une symétrie gauche-droite, et on a à l'intérieur 2 fonctions chimiques qui sont des fonctions alcool primaires. On sait que pour fabriquer un alcool primaire, on a besoin d'un organomagnésiien et du méthanal. Pour ça, on doit envisager des déconnexions, non pas entre l'oxygène et le carbone, mais la liaison juste à côté. Donc on va faire une déconnexion ici, et l'autre déconnexion, elle va venir là. À partir de là, on va préciser les rétrons associés à l'aide de la flèche de rétrosynthèse. On aura ici
pour la gauche le fragment OH-CH2+. Le fragment OH-CH2+, on le retrouve aussi à droite. Ces deux fragments-là, vous vous souvenez, c'est l'équivalent, leur équivalent synthétique, c'est la molécule de formaldéhyde. Et concernant le fragment qui est au centre, on aura 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Voilà. Et puisqu'il nous faut un organomagnésiien, et que là ici on va devoir le faire réagir à la fois sur l'extrémité qui est à gauche et également sur l'extrémité qui est à droite, il va nous falloir ici deux fonctions organomagnésiens. Donc on a pour l'instant d'un point de vue formel uniquement un dianion, un double carbanion, dont l'équivalent synthétique serait 1, 2, 3, 4 MgX MgX. Je ne me suis pas trompé sur le nombre de carbone. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Ok, on sait que ce double organomagnésiien, eh bien, on peut le former à partir du dihalogénoalcane correspondant. Si on repasse dans le sens de la synthèse, alors, on commence par prendre le dihalogénoalcane. On va prendre, pourquoi pas, un composé dibromé. Le voici, et on va lui faire subir plusieurs traitements. Premièrement, eh bien, on va mettre du magnésium. Ah, et du magnésium, combien est-ce qu'on va en mettre? Regardez, on a deux fonctions carbone-brome à faire réagir. Donc du magnésium, il va falloir remplacer suffisamment, au moins deux équivalents. En solvant éthéré, anhydre, avec une atmosphère inerte de diazote. Donc au cours de l'étape numéro 1, le double organomagnésiien, celui-ci, est formé, et on va pouvoir, dans l'étape numéro 2, faire l'addition nucléophile sur le formaldéhyde. Donc là ici, je marque H2CO, et comme précédemment, vu qu'on doit en avoir un ici et un là, il nous en faut deux équivalents. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on n'utilisera pas du formaldéhyde gazeux, mais plutôt du paraformaldéhyde, je le note ici entre parenthèses. Pour finir, c'est une synthèse magnésienne, donc on doit obligatoirement faire l'hydrolysacide terminale. Et à l'issue de toutes ces étapes, eh bien, on aura synthétisé l'hexane glycol. En ce qui concerne la synthèse de diacide carboxylique symétrique, eh bien, la méthodologie est strictement analogue à ce qu'on vient de voir dans le cas des diols symétriques. Il faut juste remplacer le réactif qui ne sera pas le formaldéhyde, mais qui sera le dioxyde de carbone. Si vous voulez un exemple pour vous entraîner, eh bien, essayez de faire la rétrosynthèse de l'acide adipique. Donc l'acide adipique, c'est celui qu'on appelle également l'acide hexane dioïque. Voici sa structure. Dans le paragraphe suivant, on va maintenant s'intéresser aux composés bifonctionnels qui ont deux fonctions chimiques différentes l'une de l'autre. Et pour ce paragraphe, on va considérer une molécule qui est le 2-méthylhexane de 4-diol. Donc on commence par écrire la structure de la molécule cible. Alors, hexane 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a un fragment méthyle sur le carbone numéro 2. Et on a également diol en position 2 et 4. Ici, OH, 2, 3 et 4.
Alors, concernant cette molécule, on pourrait objecter la chose suivante. On a 2 fois une fonction alcool. La différence, c'est que on a ici à gauche un alcool tertiaire, mais au centre, c'est un alcool secondaire. Donc, en toute rigueur, ce n'est pas exactement les mêmes alcools. Donc, on sait que pour fabriquer un alcool tertiaire, celui de gauche, il va nous falloir une cétone et un acide carboxylique, je dis n'importe quoi, une cétone et un organomagnésium mixte. Et pour fabriquer l'alcool secondaire qui est là, il va nous falloir un organomagnésium mixte plus un aldéhyde. Alors, on peut envisager différents types de déconnexions. La première déconnexion que je vais dessiner, eh bien, je vais la faire comme ceci. Je vais envisager la rupture de cette liaison-là, la rupture de celle-ci, et on va voir ce qu'on obtient avec la déconnexion 1 que je viens de noter en rouge. Alors, le fragment qui est ici à gauche, ce sera ce rétron. On a vu qu'on mettait une lacune électronique et une charge plus au pied de l'oxygène de façon à avoir comme équivalent synthétique un composé carbonylé. Ici, l'équivalent synthétique de ça, ce serait un composé carbonylé à 3 atomes de carbone avec le carbone fonctionnel qui serait au centre. Ce serait du coup la molécule de propanone. Sur la droite de la molécule, on a 1, 2, 3 atomes de carbone. Donc on aurait ce fragment-là, le composé carbonylé correspondant, ce serait le propanal, et au centre, le fragment carboné qui est là, ce serait un fragment qui récupère 2 paires électroniques, c'est-à-dire un CH2 2-. Alors, autant l'équivalence synthétique qui est ici, elle est classique. Ce composé-là, c'est de la propanone. La propanone, c'est un composé qui existe, aucun problème. Même chose ici pour le propanal. Par contre, envisager de mettre 2 fonctions organomagnésium mixtes sur le même carbone, ça lui mettrait vraiment une densité électronique trop élevée, la synthèse ne se ferait pas. Donc, le CH2 2- qui est ici est très très improbable. Et puisqu'il est improbable, ça veut dire que cette première possibilité de déconnexion, on va l'abandonner. Donc cette voie de synthèse-là, on ne la conserve pas. Enfin, pardon, cette voie de rétrosynthèse, on ne la conserve pas. Ok, deuxième type de déconnexion, je vais reprendre le produit cible. Alors, vous voyez que là, initialement, j'ai fait les deux déconnexions à l'intérieur de la molécule, c'est-à-dire entre les fragments hydroxyles, entre les fonctions alcool. Je bafouille. Donc, les déconnexions ont été faites ici entre les fonctions alcool. On peut envisager de faire les déconnexions hors des fonctions alcool. Par exemple, déconnecter ici, d'une part, et déconnecter par là, d'autre part. Donc là, ici, deuxième analyse rétrosynthétique. Qu'est-ce qu'on obtiendrait? Eh bien, tout d'abord, le petit fragment carboné ici, ce serait un CH3-. CH3-, on sait que ça a un équivalent qui est un halogénure de méthylmagnésium. Le fragment qui est à droite, 2 atomes de carbone, c'est donc un fragment ET-, qui a comme équivalent synthétique quelque chose de réel, c'est-à-dire un halogénure d'éthylmagnésium. Le fragment qui est au centre, on aura ici CH3OH, OH, et à chaque fois, au pied des oxygènes, on aura des lacunes électroniques, des charges plus. La question, c'est de se dire maintenant, ce rétron, est-ce qu'il a un équivalent synthétique? Eh bien, lorsqu'on regarde la partie gauche du rétron, ça ressemble en équivalence à une cétone. Sur la partie droite, ça ressemble en équivalence à un aldéhyde. Donc au final, l'équivalence synthétique, elle existe. On va les noter du coup.
On a ici CH3MgX, X étant le chlore, brome ou iode. À droite, ETMgX. Et au centre, on aura cette molécule avec à la fois un aldéhyde et une cétone. Tiens, si on devait donner son nom en nomenclature systématique, l'aldéhyde, il va être prioritaire sur la cétone et donc porté par le carbone numéro 1. On va donc numéroter 1, 2, 3, 4. L'acétone va être nommé en préfixe, le préfixe correspondant c'est oxo, donc ce sera ici le 3-oxo-butanal. Je vous rappelle qu'il est inutile de préciser que l'aldéhyde est porté par le carbone numéro 1, c'est une des règles de construction du nom. Ok, donc si on a du 3-oxo-butanal et qu'on le met à réagir successivement avec de l'halogénure de méthylmagnésium et de l'halogénure d'éthylmagnésium, on pourrait arriver à la molécule cible. Cependant, imaginons le sens synthétique. Voyons voir si tout se passe comme on le souhaite. Alors, imaginons qu'on commence par préparer CH3MgX. On commence par prendre, par exemple, du bromométhane, CH3Br, plus du magnésium solide. La réaction est faite en solvant éthéré, N2O anhydre, sous atmosphère inerte. Donc là, ici, je mets du diazote comme atmosphère inerte. On obtient alors l'organomagnésium, bromure de méthylmagnésium, CH3MgBr. Pour obtenir le produit souhaité, on a vu qu'il faut que le fragment CH3 s'additionne sur l'acétone et non pas sur l'aldéhyde. Donc, lorsqu'on met le composé carbonylé qui est ici, eh bien, ce que nous souhaiterions, c'est que cet organomagnésium attaque au niveau de l'acétone. Et ça, c'est faisable, hein, puisque l'acétone, elle est électrophile. On peut le mettre en évidence avec des charges partielles, delta plus sur le carbone, delta moins sur l'oxygène. Par contre, il va se poser un sérieux problème quand on analyse la partie droite de cette molécule, puisque l'aldéhyde possède lui aussi une réactivité électrophile. On a ici une autre charge partielle, delta prime plus sur le carbone, delta prime moins sur l'oxygène. Finalement, on a ici un problème de sélectivité de la réaction. Nous, on aimerait avoir uniquement la réaction sur cette fonction et pas sur l'autre. Le problème qui se pose donc à nous, c'est un problème de sélectivité vis-à-vis d'une fonction chimique, c'est de la chimiosélectivité. Alors, pour résoudre ce problème de chimiosélectivité, il va falloir puiser dans nos connaissances sur les aldéhydes et sur les cétones pour savoir si l'un est plus réactif que l'autre. On en avait parlé dans la leçon C6L4 et on avait dit qu'une cétone, eh bien, il y avait deux effets inductifs donneurs des chaînes alkyles de part et d'autre, et ces effets inductifs donneurs réduisent la charge delta plus qui est ici. Par conséquent, on peut très bien noter que la charge delta plus est inférieure à la charge delta prime plus. En d'autres termes, ce que j'ai écrit ici, ça signifie qu'un aldéhyde est plus électrophile qu'une cétone. Et ça ne va pas du tout, puisque tel qu'on a envisagé la réaction ici, on voudrait que CH3MgBr attaque sur l'acétone. Sauf que si ce composé a le choix entre les deux fonctions, ce n'est pas la cétone qui l'attaquera préférentiellement, mais
l'aldéhyde. Donc ça veut dire que le début de cette synthèse n'est pas bon. Si on procède de la sorte, le fragment CH3 va venir s'additionner sur l'aldéhyde. Ça veut dire que du coup, bien, il faut abandonner cette voie-là. Et le premier organomagnésiien à synthétiser doit être celui qui va s'additionner sur l'aldéhyde et pas sur l'acétone. Donc, on reprend. On commence par prendre l'autre organomagnésien, c'était un halogénure d'éthylmagnésium. Donc, on prend par exemple du bromoéthane. On va préparer l'organomagnésien de façon analogue à ce qu'on avait fait précédemment. Donc magnésium, on met aussi un solvant éthéré anhydre en atmosphère inerte. On obtient alors le bromure d'éthylmagnésium, ETMgBr, sur lequel on va venir additionner le composé dicarbonylé. Lorsqu'on fait cette addition, l'organomagnésien peut venir attaquer le carbone électrophile de l'acétone ou le carbone électrophile de l'aldéhyde. On vient de voir que les aldéhydes sont plus électrophiles que les cétones et donc préférentiellement, l'attaque va avoir lieu à droite. Par contre, en termes de réactivité, les aldéhydes et les cétones, c'est relativement proche. Donc, si on veut augmenter la sélectivité de la réaction, on peut mettre des bâtons dans les roues à l'organomagnésien. Pour ça, on va lui compliquer la tâche en refroidissant le milieu réactionnel. Si jamais on refroidit, donc par exemple si on se place à moins 78 degrés Celsius, vous vous souvenez, c'est la température qu'on obtient en prenant un mélange carboglace-acétone. Donc, le mélange carboglace-acétone, on le fait dans un cristallisoire et c'est le ballon qu'on va plonger dans ce mélange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acétone dans le milieu réactionnel. Donc, elle ne peut pas réagir. Lorsqu'on va refroidir, on va augmenter la différenciation de réactivité de l'aldéhyde et de l'acétone. L'acétone va réagir encore moins vite qu'à température ambiante, l'aldéhyde aussi moins vite, mais l'écart de vitesse entre les deux réactions va être en faveur de l'aldéhyde. Donc là, ici, une fois qu'on a fait ça, on procède ensuite. Je vais effacer ce que j'ai mis ici. Donc, dans un premier temps, on fait cette addition à température faible, puis dans un deuxième temps, on va faire l'hydrolyse acide. Et on obtient alors ce composé-là avec la fonction alcool secondaire de droite qui est préparée, plus les sous-produits. Avant d'aller plus loin, un petit commentaire supplémentaire concernant cette réaction. Vous avez dans le substrat des protons qui vont être relativement acides. Ce sont les deux protons qui sont ici. En effet, si on envisage l'arrachage de l'un ou de l'autre, on va avoir formation d'un site carbanionique ici. Il va être doublement stabilisé par des formules mésomères N sigma pi à gauche, mais également N sigma pi à droite. Et donc, le problème qui se pose à nous avec ces protons, c'est la réaction d'énolisation. Vous l'avez vu si vous avez fait le supplément facultatif. Donc là, simplement, ce que je vous dis, c'est que ce qu'on voit ici, c'est une partie du problème, mais on pourrait encore raisonner sur d'autres considérations qui seront vues pour vous l'année prochaine. À partir de là, il nous faut donc maintenant poursuivre la synthèse pour fabriquer l'alcool tertiaire sur l'acétone. Donc, une fois que ce composé a été fabriqué, on va l'utiliser pour... c'est l'acétone qui va devoir subir l'addition nucléophile de l'organomagnésien halogénure de méthylmagnésium.
Et on s'aperçoit que sur la droite, on a un petit problème vu qu'on a une fonction alcool qui a été préparée. Donc, lorsqu'on va faire la réaction, on va mettre CH3Br en présence de magnésium dans le diéthyléther anhydre sous atmosphère inerte. On obtient alors l'halogénure de méthylmagnésium, donc là le bromure de méthylmagnésium. Si je rajoute maintenant ce produit intermédiaire, eh bien l'organomagnésium va pouvoir réagir de deux façons. Alors, pour terminer cette leçon, le dernier exemple de molécules bifonctionnelles avec deux fonctions différentes
Ce sera la rétrosynthèse de l'acide 4-hydroxypentanoïque. Alors on va commencer par dessiner la structure de la molécule cible. 1, 2, 3, 4, 5. On a une fonction acide carboxylique sur le carbone numéro 1 et un fragment hydroxyle sur l'atome de carbone numéro 4. Alors, ce que je vais faire ici, c'est un exemple de plusieurs types de déconnexion, voir à chaque fois quels sont les points positifs ou négatifs pour arriver au final à une voie de synthèse. Ça ne veut pas dire que la voie de synthèse que je vais écrire est la seule et unique bonne réponse pour ce type de problème. Alors, lorsqu'on analyse la molécule, on commence par regarder les fonctions chimiques. On a sur la droite une fonction acide carboxylique et à gauche un alcool secondaire. On sait que l'un comme l'autre peuvent être préparés à partir de l'addition nucléophile d'un organomagnésium. Pour l'acide carboxylique, l'addition nucléophile doit avoir lieu sur le CO2. Pour l'alcool secondaire, elle doit avoir lieu sur un aldéhyde. Donc, on pourrait envisager dans un premier temps ces déconnexions-là qui mènent au rétron suivant. Donc, pour la partie gauche, on aura l'équivalent d'un aldéhyde. Au centre, un double organomagnésium. Et à droite, l'équivalent du CO2. Donc, en termes d'équivalence, ça c'est l'équivalent du CO2, il n'y a pas de problème. Ça c'est l'équivalent de l'éthanal, aucun problème non plus. Si on s'intéresse au fragment central, eh bien, vous voyez que deux carbones voisins doivent tous les deux porter un caractère carbanionique, c'est-à-dire deux fonctions organomagnésiennes mixtes mises sur des carbones adjacents. Ça, c'est quelque chose qui va être improbable, et pour cette raison, cette voie de synthèse ne sera pas utilisée. Donc, on va maintenant envisager les déconnexions faites de façon différente, en ne mettant pas deux organomagnésiens, mais un seul. Alors, parmi ces deux fonctions, l'acide carboxylique, on a vu une seule façon de le préparer. C'est par action d'un organomagnésien sur le dioxyde de carbone. Donc, ce qu'on va faire ici, dans cette deuxième analyse, c'est envisager seulement une déconnexion qui va avoir lieu ici. Par cette déconnexion, on arrive aux deux rétrons suivants. Donc, pour le rétron qui est le plus à droite, son équivalent synthétique, c'est la molécule de dioxyde de carbone. Et pour le rétron qui est ici, l'équivalent synthétique, ce serait pour le carbanion un organomagnésiien mixte. Arrêtons-nous un instant et analysons la structure de cet organomagnésiien. On a l'atome de carbone qui est ici, relié au magnésium, qui porte à la fois une réactivité nucléophile, mais également une réactivité basique. Du coup, dans un milieu réactionnel, si on envisageait une espèce chimique de cette molécule, c'est-à-dire un grand nombre de molécules, comme celle-ci, toutes identiques, eh bien, les sites basiques d'une molécule iraient attaquer ce proton à caractère acide. On peut redonner les pK pour avoir un ordre d'idée. Le pK associé à un organomagnésien se trouve aux alentours de 50, c'est une base très forte, et le pK associé à un alcool secondaire, c'est aux alentours de 16-17. Donc là, ici, on aurait une déprotonation quantitative de l'alcool par l'organomagnésien. La conclusion, c'est que on ne peut pas avoir ces deux fonctions chimiques présentes simultanément sur la molécule. Donc ça veut dire que dans la suite, il faudra être vigilant. On ne peut pas avoir à la fois ici un OH et un organomagnésien. Par contre, si on a un oxygène au moins, en présence de l'organomagnésien, pas de problème, puisqu'il n'y aura ici plus de protons labiles, donc plus de problème. Si on essaye de faire maintenant la rétrosynthèse de ce fragment qui est ici.
Pour fabriquer la fonction organomagnésienne, on prend l'halogénoalcane correspondant. Ici, X correspond à un atome d'halogène, chlore, brome ou iode. Et ce qu'on peut essayer de faire maintenant, c'est regarder comment préparer la fonction alcool qui est ici. Donc, on va désormais faire la rétrosynthèse de cette molécule-là. Alors, la fonction halogénoalcane, on va supposer qu'elle sera présente dans le réactif qu'on utilisera. On cherche ici à préparer l'alcool secondaire qui est là. Pour préparer un alcool secondaire, on sait qu'on peut utiliser un organomagnésien plus un composé carbonylé. On peut envisager par cette méthode synthétique deux types de déconnexion. La première, celle qui est ici. Dans ce cas-là, les rétrons auxquels on aboutit sont les suivants. Et si on s'arrête un instant, ce rétron-là, son équivalent synthétique, c'est la molécule d'éthanal. Et pour le rétron qui est ici, l'équivalent synthétique va voir un organomagnésien ici, et là, c'est un halogène, donc un groupe partant. Ça veut dire que si vous avez dans votre milieu réactionnel deux molécules ou plus, comme celle-ci, vous allez avoir ce carbone nucléophile qui peut attaquer le carbone électrophile qui est là, porteur du groupe partant, substitution nucléophile. Donc au final, avoir un organomagnésien en plus d'une fonction carbone-halogène, c'est pas possible. Donc ça, c'est une voie de synthèse qui ne peut pas marcher. Envisageons une autre déconnexion, ici. Dans ce cas-là, à gauche, on va avoir CH3-. Et sur la droite, ce rétron. Alors, CH3-, l'équivalent synthétique, ce sera un halogénure de méthylmagnésium. Ça existe, ça peut se préparer, il n'y a pas de problème. Et sur la droite, l'équivalent synthétique, eh bien, ce sera un aldéhyde. Sur la gauche. Et l'halogène X sur la droite. Si on envisage de faire la réaction entre un organomagnésien et ce composé-là, deux réactions vont être en compétition. Tout d'abord, l'addition nucléophile sur le carbone de l'aldéhyde et la substitution nucléophile sur le carbone porteur de l'halogène, jouant ici le rôle de groupe partant. Finalement, à cause de cette compétition, cette voie de synthèse, on va plutôt la mettre de côté également. Toujours avec cette molécule d'alcool, est-ce qu'on peut envisager une autre voie de synthèse permettant d'y accéder ? Pour l'instant, vous voyez qu'on a fait des déconnexions en cassant des liaisons carbone-carbone. Mais on peut aussi imaginer faire une déconnexion en cassant, ici, la liaison carbone-oxygène. Dans ce cas-là, on aboutit au rétron suivant. Les électrons vont être plutôt sur l'atome d'oxygène, donc on aura ici un ion hydroxyde, ça c'est un composé chimique réel déjà, et de l'autre côté, on aura ce rétron avec un carbone à caractère déficitaire en électrons, et on a vu que pour avoir ça, il suffisait de mettre un groupe partant. Donc là, dans cette molécule, on a des notations génériques qu'il faut préciser. Gp, c'est un groupe partant, et X, c'est un halogène. Une fois qu'on a dit tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une voie de synthèse et je vais la commenter pour vous expliquer les différentes étapes. Donc là, je vous ai mis sur le tableau deux idées de sens synthétique. On va regarder d'abord ce que j'ai mis sur le haut du tableau. Donc, concernant la molécule initiale, j'ai choisi celle-ci. Cl remplace l'atome X qu'on avait dans le rétron précédent, et l'iode va jouer le rôle de Gp, le groupe partant. En termes d'analyse de réactivité,
On a déjà parlé du pouvoir de nucléofuge. Il est différent suivant le type d'atome. En l'occurrence, le chlore est un moins bon nucléofuge que l'iode. Ça veut dire que lorsqu'on cherche à faire une substitution nucléophile, en prenant comme nucléophile des ions hydroxydes, si on travaille à température faible, par exemple dans un bain aux glaces à 0 degré Celsius, eh bien on aura une distinction forte de la réactivité entre le carbone porteur de l'iode et le carbone porteur du chlore. Le plus réactif des deux va être le carbone porteur de l'iode. C'est donc l'iode qui va être substitué préférentiellement par l'ion hydroxyde. Ça veut dire que le produit que j'écris ici, c'est un produit majoritaire, ce n'est pas le produit exclusif. On aura également un sous-produit issu de la substitution du chlore par l'ion hydroxyde. Ici, je le passe sous silence vu qu'il ne permet pas d'avancer dans la synthèse. Une fois qu'on a cette molécule, le but est de former à l'aide du chlore un organomagnésiien. Mais nous avons vu que organomagnésiens et fonctions protiques comme une fonction alcool ne font pas bon ménage. Donc on pourrait envisager de retirer dans un premier temps le proton de l'alcool à l'aide d'une base forte telle que les ions hydrures. La réaction ici, c'est une réaction acido-basique, une déprotonation, et on obtient un ion alcoolate, et le chlore, lui, on n'y touche pas. Alors, on n'y touche pas, oui et non. Là, ici, les ions hydrures jouent le rôle de base forte. On pourrait envisager une réaction d'élimination à partir des hydrogènes que je vais mettre en évidence ici. Donc, sous-produit possible. Mais un autre sous-produit est également possible, vu que sur cette molécule se trouve à la fois un site nucléophile et également un carbone si électrophile porteur d'un groupe partant. On peut donc avoir une substitution nucléophile, c'est celle que j'ai écrite ici. Là, j'ai pris deux fois la même molécule, celle qui est ici au bout de la première ligne. L'oxygène qui est là va jouer le rôle de nucléophile, et le chlore qui est ici va jouer le rôle de groupe partant. Lorsqu'il y a substitution de l'un par l'autre, on arrive à ce fragment qui n'est pas du tout celui désiré, et donc finalement, si on procède de la sorte, on n'arrivera pas à la molécule finale. Donc cette voie de synthèse, c'était une piste à explorer, mais ce n'est pas celle qu'on va retenir finalement. Reprenons avec ce qui fonctionne et changeons ce qui ne fonctionne pas. Donc là, pour la première étape, j'ai repris la même chose qu'au-dessus. Je prends le composé avec deux fonctions halogéno-alcanes, de l'acide dilué, substitution majoritaire au niveau de l'atome d'iode. Ensuite, puisque le fragment OH pose problème, on peut envisager une stratégie de synthèse que vous aviez déjà évoquée quand vous étiez en terminale et qu'on va réévoquer avec pas mal de précision dans le chapitre numéro 9, qui est la protection de fonction. La protection de fonction, c'est transformer temporairement le fragment OH en un autre fragment qui va être non réactif et qui pourra ensuite être régénéré. Donc là, ici, pour la protection des alcools, vous avez un exemple dans le TD C6L4 avec le fragment DHP, dihydropyrane. On en verra d'autres, comme je vous le disais, des protections d'alcool au cours du chapitre numéro 9. Donc là, ici, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que initialement, on a un fragment OH, ensuite un fragment O protégé, et ce O protégé, eh bien, il n'est plus protique. Ça veut dire que si on met du magnésium dans les terres anhydres sous atmosphère inerte, on va pouvoir transformer cette liaison carbone-chlore en un organomagnésiien mixte. Une fois que l'organomagnésiien est préparé, on fait un ajout en excès de dioxyde de carbone, l'addition nucléophile a lieu de l'organomagnésiien vers le carbone du dioxyde de carbone, puis dans une deuxième étape, on fait une hydrolyse acide. Si on utilise un fragment protecteur, ici, le fragment P, si on utilise un fragment protecteur qui se détache en conditions acides, c'est le cas du DHP, eh bien, au cours de l'hydrolyse acide, on va faire d'une pierre deux coups. On va à la fois transformer l'ion carboxylate en acide carboxylique, mais également retirer le fragment protecteur pour régénérer l'alcool et obtenir le produit souhaité. Donc pour conclure sur cet exemple et également sur la leçon, retenez que ce qu'on a vu ici, eh bien, c'est d'abord quelques exemples de réactions et il faudra apprendre à utiliser toutes ces réactions comme des outils et à les assembler de façon astucieuse pour arriver jusqu'au produit cible de la synthèse qu'on vous demandera.